je voulais aussi remercier de m'avoir invité, remercier Bernard Fouvillier en particulier. Et en fait, d'un certain point de vue, j'ai trois raisons qui ont été partiellement évoquées de faire ces remerciements. Alors d'abord, bon, c'est vrai, ça a été rappelé, je suis actuellement le président de l'Association française de sociologie, qui est une association qui regroupe à la fois les académiques, j'entends académiques au sens large, puisque j'y inclus les doctorants, les post-doctorants également, et également des praticiens, que quand je suis arrivé dans l'association, on l'appelait d'ailleurs les professionnels, comme si les académiques n'étaient pas des professionnels, donc dorénavant, on utilise plutôt le terme de praticien. Et cette association donc, française de sociologie n'est pas si ancienne finalement, puisqu'elle a été créée en 2004 sur la base de la transformation d'une société française de sociologie qui était, disons, un club d'une cinquantaine d'académiques plutôt parisiens qui se cooptaient entre eux, plutôt vieillissants aussi, il faut le dire, et donc c'était une société savante, je dirais old school, qui s'essoufflait, et donc qui s'est transformée en 2004, et actuellement, le nombre d'adhérents de l'Association française de sociologie, c'est 1200 membres à peu près, donc on est passé de 50 pour la société française à 1200 pour l'association française, donc c'est évidemment quelque chose de tout à fait différent, et le fait que cette association regroupe à la fois les académiques et des praticiens, évidemment, je veux dire, alimente, disons, mon intérêt pour la journée que vous organisez aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que, comme Bernard l'a dit rapidement, je suis prof à Sciences Po où je dirige un master en sociologie ainsi que le parcours doctoral en sociologie. Et évidemment, la question de la professionnalisation des étudiants de ce master disciplinaire, sociologie, et également des docteurs en sociologie, donc qui soutiennent leur thèse, est une préoccupation à laquelle je suis extrêmement attaché et sur laquelle je travaille. Alors, pour l'instant, et c'est un peu un contraste par rapport à la vidéo, j'ai parlé de sociologie, et pas d'anthropologie. Alors, je vais essayer de lier les deux. Je veux simplement faire deux remarques préalables sur ce point-là. La première remarque préalable, c'est que d'un point de vue institutionnel en France, les disciplines sont séparées dans les institutions universitaires, au niveau national, dans les universités aussi, ce n'est pas les mêmes départements, ce n'est pas les mêmes diplômes, c'est pas les mêmes sociétés savantes ou professionnelles. Donc ça, c'est le point de vue institutionnel. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis président de l'association française de sociologie et pas de sociologie et d'anthropologie. Donc, il faut faire avec. Il y a un autre aspect, qui est un aspect qui n'est pas, lui, institutionnel, qui est, disons, l'aspect plus scientifique, l'aspect des référentiels scientifiques, dont je ne développe pas, enfin, Bernard l'a dit, je crois que ça n'a plus tellement de sens de faire cette distinction de ce point de vue-là. En tout cas, si ça en a, il est très fortement atténué. Et donc, mon propos, c'est un propos qui va concerner et la sociologie et l'anthropologie, et les sociologues et les anthropologues. Et j'espère pas faire trop d'erreurs et ne pas oublier l'anthropologie au cours de mon propos. Donc la troisième raison aussi, effectivement, ça a été évoqué, pour laquelle je remercie de m'avoir invité, c'est que je suis sociologue de profession et que le thème de cette intervention, sociologue et anthropologue dans la cité, un groupe professionnel ou pas, c'est une occasion en fait de réflexivité. Alors je remercie les organisateurs et en même temps je les remercie de façon un peu ironique. Dans le sens où cette question, elle m'a été adressée, bon, je l'ai acceptée, je n'étais pas obligé d'accepter, bien sûr, mais au fond, je la trouve assez périlleuse. Alors, je la trouve assez périlleuse d'abord parce que, en fait, pas vraiment d'enquête empirique pour répondre à la question. Bon, en général, j'aime bien m'appuyer sur c'est un ensemble d'institutions des matériaux qui pour permet essayer d'avancer un peu dans la réflexion. Donc là, je suis dans un registre qui est un peu inconfortable. Bon, je vais essayer de faire avec. Le deuxième aspect, c'est qu'on a tous envie, je pense, moi, vous, de donner une réponse positive à cette question. Oui, les sociologues et les anthropologues constituent un groupe professionnel. C'est-à-dire que ça correspond sans doute à nos aspirations, parce que ça correspond à la fois
ça voudrait dire à la fois une reconnaissance de la sociologie et de l'anthropologie en tant qu'exercice professionnel, hein, que ce soit exercice professionnel dans le monde académique ou dans la cité, enfin, le monde académique étant d'ailleurs inclus dans la cité, me semble-t-il. Et donc reconnaissance et aussi capacité d'organisation collective, hein, d'être un groupe professionnel. Alors sur la capacité d'organisation collective, bon, voilà, vous êtes là, donc dont acte. Mais donc on a envie d'une réponse positive. Et puis alors si, à la fin de mon exposé, je dis enfin non, non. Les sociologues et les anthropologues ne sont absolument pas un groupe professionnel. Ils n'en ont aucune des caractéristiques. Bon, je ne sais pas comment se passera le reste de la journée, et donc je ne suis pas sûr non plus de vouloir prendre ce risque. Donc c'est une question qui est un petit peu, quand même un petit peu embarrassante. Alors, dans ces cas-là, je répondrai à la question de manière un peu détournée, sans doute, mais je pense y répondre quand même, en 4 points. Le premier point, c'est en gros de dire que la question n'a pas beaucoup de sens, mais ensuite je le reprendrai en disant que ça a quand même un peu de sens, bien sûr. Ensuite, ça sera de la reformuler. La reformuler autour de la question, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être professionnel en sociologie et en anthropologie? Qu'est-ce que c'est que le travail professionnel, hein, donc, non plus groupe professionnel, mais travail professionnel, ce sera le deuxième point. Enfin, troisième point, pardon, c'est pas encore enfin. Je m'interrogerai sur le professionnalisme des sociologues et des anthropologues. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce professionnalisme en particulier? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de leur place dans la société, dans la cité, pour reprendre l'expression qui est utilisée pour l'intitulé de cette journée. Et puis quatrième point, si j'ai le temps, je ne suis pas sûr, je m'interrogerai un tout petit peu sur, au fond, la consistance de la sociologie et de l'anthropologie en tant que discipline. Si on veut être groupe professionnel, il faut quand même se fonder sur une discipline qui a quand même un petit peu de consistance, un peu d'existence. Voilà. Donc le premier point, groupe professionnel, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et en fait, est-ce que ça a vraiment un sens de se poser cette question? C'est un travail qui mobilise. Oui et non. Des valeurs. Alors, je crois d'abord que pour répondre à la question, il y a une piste qu'il faut écarter d'emblée. C'est-à-dire, c'est une piste qui est pourtant classique dans la sociologie de profession, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de sociologie de profession, où si j'avais eu la journée, à la limite, je me serais peut-être risqué, mais là, c'est pas vraiment jouable. Mais le problème, c'est souvent de partir d'une définition a priori d'un groupe professionnel, en disant, voilà, un groupe professionnel, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques, et puis on va regarder si les sociologues et les anthropologues réunissent ces caractéristiques en tout ou partie. C'est la démarche classique que Wilimski, dans son célèbre article de 64 qui s'appelle Professionalization of Everyone, point d'interrogation, formule. Et il dit en fait, pour être une profession, un groupe professionnel plutôt, il faut exercer une activité à temps plein. Alors évidemment, se pose la question de la précarité, là, du coup, pareil qu'on a vu dans la vidéo. Il faut avoir des règles d'activité, c'est-à-dire en fait une sorte de code de pratique professionnelle qui permettent de dire voilà comment est-ce qu'il faut bien travailler. Et il faut aussi avoir une formation et des écoles spécialisées. Bon, là-dessus, effectivement, on peut dire que ça existe, il y a des diplômes, etc., il y a des filières de formation. Il faut posséder des organisations professionnelles. Il y a une association professionnelle ici en Belgique francophone, il y en a une en France. Est-ce que ce sont des organisations professionnelles? C'est une question qu'on peut poser. Il faut aussi une protection légale du monopole, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des conditions pour pouvoir se réclamer du titre d'anthropologue ou de sociologue. Il faut une certaine protection du titre. Bon, la question évidemment est là, est-ce que le titre est protégé? J'y reviendrai sans doute un petit peu dans mon exposé. Bon, on peut discuter beaucoup. Et puis il faut un code de déontologie qui soit, pas simplement qu'il existe, mais qui soit obligatoire pour l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire, quand on ne suit pas le code, il y a des sanctions qui en découlent. Et donc dire qu'il y a une organisation professionnelle, c'est dire que cette organisation professionnelle est capable de sanctionner les écarts par rapport au code de déontologie. Donc voilà la perspective Wilimski. Si on suit cette perspective,
ma réponse serait quand même assez négative, enfin plutôt négative, c'est-à-dire de dire que, au fond, toutes ces caractéristiques-là, elles ne sont pas rassemblées, mais peut-être d'ailleurs que c'est pas souhaitable de les rassembler. Néanmoins, les sociologues et les anthropologues sont confrontés à un certain nombre, disons, d'enjeux professionnels, d'existence professionnelle en tant que collectif. Alors pas forcément en tant que groupe collectif organisé, mais au moins en tant que catégorie collective. C'est-à-dire le fait que être anthropologue ou être sociologue, ça ait un sens, pas seulement pour les spécialistes, pour les professionnels, mais que ça ait un sens précisément dans la cité. On dit, bah oui, ok, un anthropologue, un sociologue, bon, on sait à peu près ce que ça veut dire, on sait à peu près quelles prestations ils peuvent faire, on sait à peu près quels apports ils peuvent nous fournir. Donc ça, c'est des enjeux assez généraux et qui renvoient à expliciter l'activité. C'est-à-dire, avant de la réguler, de la canaliser, la première étape, c'est de dire, en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et même plus précisément, quelle est notre spécificité en termes de service, en termes de ce qu'on fait en tant que professionnel, sociologue ou anthropologue. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette explicitation-là, elle soit connectée avec des formations qui soient spécialisées, assez homogènes, mais bon, pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, je sais que dans la communauté francophone, les formations sont relativement cadrées, relativement homogènes. Le Master 60, le Master 120, le bac, tout ça, c'est quand même assez cadré d'une université à l'autre. Mais donc il faut des formations qui soient homogènes et qui répondent donc à cette explicitation de ce que sont les activités, de ce que sont les apports de la sociologie et de l'anthropologie. Et puis il faut aussi assurer une sorte de qualité du travail, c'est-à-dire dans le sens de stabiliser le travail. C'est-à-dire, quand on fait appel à un anthropologue ou à un sociologue, bien sûr, on n'aura pas exactement le même service parce que chacun a ses spécialités, ses spécificités, je dirais même son parcours intellectuel, ses références particulières, ses compétences aussi particulières en termes de méthode, etc. Mais en gros, quand même, du point de vue, disons, alors des commanditaires ou disons des clients au sens des auditoires, y compris ceux qui vont écouter des sociologues, des anthropologues, il faut qu'il n'y ait pas trop d'incertitude sur ce qu'on va entendre. Et donc il faut que le territoire de la pratique professionnelle soit relativement bien cerné, même s'il s'agit d'un territoire assez large dans lequel des pratiques variées peuvent se développer. Alors, quels sont les moyens pour avancer dans cette direction? Les moyens, je ne pense pas, de mon point de vue, que ce soit les moyens à la Vilensky, c'est-à-dire je ne pense pas que les moyens ce soit une protection légale, c'est-à-dire une mobilisation pour obtenir une protection légale du titre. Je ne suis pas non plus certain que les moyens ce soit la formalisation d'un code de déontologie qui est force de loi dans la profession, c'est-à-dire qu'il soit obligatoire et qui entraîne des sanctions. Je ne parle pas de code de déontologie en tant que guide de pratique. Je parle de code de déontologie en tant que norme impérative. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Pour le dire autrement, il me semble qu'il faut reformuler un tout petit peu la question de la professionnalisation au sens de constitution d'un groupe professionnel, qui était la question piège que Bernard Fuvillier m'a soumise, pour reformuler autour de plutôt, je dirais moi, le professionnalisme en tant que, non pas reconnaissance d'un groupe professionnel, mais reconnaissance de la sociologie et de l'anthropologie en tant que travail professionnel. Travail professionnel et non groupe professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que le travail des sociologues et des anthropologues ont des spécificités? J'espère bien. Évidemment. Le problème, c'est lesquelles. Alors bien sûr, ils ont des spécificités dans le sens où ils impliquent la mobilisation de savoirs spécifiques. En gros, on apprend un certain nombre de choses
quand on fait les bacs et les masters de sociologie et d'anthropologie, un certain nombre de choses qu'on n'apprend pas dans les autres formations, ça va de soi. Mais quoi, au fond? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, évidemment, je dis quoi, au fond, on ne peut pas faire une liste de ce qu'on apprend. Mais disons, il me semble qu'une piste pour expliciter ça, c'est de reprendre une distinction que fait Frightson dans son livre Professionalism, qui est la distinction entre le professionnel et le technicien. Sachant que mon point de vue est que les anthropologues et les sociologues se rangent du côté du professionnel et non, évidemment, du technicien. Donc dans ce livre de Frightson, il pointe 3 modes de régulation des activités économiques et professionnelles, le marché, l'État, je laisse ça de côté parce qu'on n'a pas le temps, et puis les professions, le professionnalisme. C'est le titre de son livre. Et qu'est-ce que c'est le professionnalisme? C'est un ensemble d'institutions qui permet à ces membres de gagner leur vie en exerçant un métier et en contrôlant leur travail. Et le professionnel, dans ce cadre-là, contrairement au technicien, ne se caractérise pas seulement par la maîtrise de savoir et de savoir-faire techniques, c'est-à-dire des savoirs et des savoir-faire qui sont directement applicables dans la pratique professionnelle. Il ne s'agit pas de ça. Alors bien sûr, pour les sociologues et pour les anthropologues, il y a des savoir-faire techniques. On pourrait dire qu'il y a des sortes de routines professionnelles. Et en particulier, les savoirs et les savoir-faire méthodologiques sont en grande partie des savoir-faire techniques. Bon, la régression logistique, c'est en grande partie un savoir-faire technique. En grande partie seulement. Faire des entretiens biographiques, pour rester dans ma partie, un peu plus ma partie que les régressions logistiques, ça implique la mobilisation de savoir-faire technique, mais en partie seulement. Donc il y a d'autres savoirs et d'autres savoir-faire. Ce que dit Frightson, c'est que, à côté des savoir-faire techniques, il faut ajouter, je cite en français, donc après la traduction, un attachement à des valeurs, à une culture générale, à un esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'attachement à des valeurs, à une culture générale, à un esprit critique? Ce que ça veut dire, c'est que le travail professionnel, dans sa dimension professionnelle, en plus de la dimension technique, donc, pas à la place, en plus, est un travail qui mobilise des valeurs, c'est-à-dire que le professionnel est bien sûr capable de répondre à des demandes qui lui sont faites, bien sûr, mais il est aussi, et il doit aussi être capable d'évaluer leur pertinence, il doit être capable de les juger infondées, il doit être capable de les reformuler en fonction de sa compréhension de l'intérêt général, et il doit être capable de négocier cette reformulation auprès des clients. Donc les savoir-faire professionnels, très clairement, ne relèvent pas de l'application. Ce ne sont pas des savoir-faire qu'on met en œuvre directement. Ces savoir-faire professionnels, ils relèvent de la réflexivité, ils relèvent de la négociation, ils relèvent, disons, de l'interaction avec les clients, avec la commande. Ils ont une composante, troisième point, une composante, je dirais, interprétative, une composante critique, et c'est ça qui fait la plus-value du professionnel. À la différence de la plus-value du travail technicien. Donc ça me semble être une piste tout à fait intéressante, alors qui a été développée par d'autres sociologues des professions. Je pense à Abbott notamment autour de sa notion d'inférence, qui aussi dit voilà, on ne passe pas du diagnostic aux préconisations, il y a un travail sur le diagnostic, etc. Bon. Donc toute cette dimension-là. Donc j'en étais donc, voilà, expliciter ce qu'est le travail professionnel, pour moi c'est pas seulement, et peut-être pas d'abord, expliciter une série de
de savoir-faire ou de compétences telles qu'on peut parfois le faire en disant ben voilà ce qu'on apprend dans telle ou telle formation. C'est aussi être capable de dire nos savoirs professionnels ne sont pas des savoirs techniques. Enfin, plutôt c'est une couche supplémentaire par rapport au savoir technique. Ok, 20 minutes. Bien. Alors ce travail-là, sur les savoirs professionnels, je n'ai pas le temps vraiment de le développer ici. Je pense que on doit le faire collectivement, et je crois qu'on doit le faire collectivement en associant à la fois les anthropologues et sociologues qui travaillent, hein, c'est-à-dire qui sont confrontés, je dirais, quotidiennement à cet enjeu de mise en œuvre de ces savoir-faire professionnels, à cet enjeu de reconnaissance de ces savoir-faire professionnels, reconnaissance du sens critique, reconnaissance de la réflexivité, légitimité à reformuler des demandes, etc., d'un côté, et puis de l'autre côté, les responsables des dispositifs de formation, puisqu'évidemment, les cursus de formation doivent préparer, et préparer notamment par la pratique, à l'acquisition, et d'ailleurs il ne faudrait pas dire à l'acquisition, il faudrait dire à la maîtrise de ces savoir-faire professionnels, dans la mesure où ce ne sont pas les savoir-faire professionnels qu'on a une fois pour toutes, comme les savoir-faire techniciens, mais ce sont des savoir-faire professionnels qu'on travaille en permanence, qu'on améliore, qu'on critique, qu'on révise, qu'on perfectionne, etc. Et dans le cadre du master que je dirige, on a un groupe de réflexion sur ces questions. Bien, donc ça c'était le deuxième point. Voilà, groupe professionnel, bon, je ne suis pas emballé, disons, par la formulation. Il me semble que voilà, réfléchir sur le travail professionnel, ça me semble être un enjeu plus fort. Troisième point, c'est quand même de s'interroger, parce qu'il ne faut quand même pas tout à fait se voiler la face, sur, au fond, la visibilité, la reconnaissance, la place des sociologues et des anthropologues au sens des professionnels que j'ai indiqués précédemment dans la cité. Quelle reconnaissance, quelle place au moins dans la cité. Alors sur cette question-là, je pense qu'il faut quand même, il me semble qu'il faut quand même dire que les anthropologues et les sociologues ne sont pas tellement aidés, non pas qu'on cherche de l'aide, mais la situation n'est pas excessivement favorable. Elle n'est pas favorable d'abord parce que il n'y a pas de reconnaissance du titre, et de ce point de vue-là, il y a des professions qui sont quand même dans des situations bien meilleures que la nôtre. Elle n'est pas favorable non plus parce que, à l'intérieur des systèmes de formation, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en tout cas en France c'est vraiment le cas, et le processus de Bologne a énormément accentué cette dimension-là. Il y a une concurrence de plus en plus forte entre des formations, disons, dont le centre de gravité, valeurs, c'est-à-dire que le professionnel est bien les disciplines académiques, la sociologie, l'anthropologie, mais bon, ça vaut pour l'histoire, pour la science politique, etc. Concurrence avec des formations qui sont des sortes de patchwork disciplinaires, donc dans lesquels les disciplines se diluent, et qui ont surtout comme spécificité d'importer beaucoup plus fortement un discours de la professionnalisation, parce que cette professionnalisation n'est pas adossée à des disciplines, elle est adossée à des fonctions dans les administrations, dans des entreprises, enfin bon, disons dans la cité. Donc une concurrence entre
des formations qui ont réussi du master qui ont réussi à se un groupe de réflexion sur ces questions. À s'autodéfinir Donc ça, comme des formations professionnelles ou professionnalisantes, et du coup à disqualifier les autres, les formations disciplinaires, comme non professionnelles et non professionnalisantes. Donc ça, c'est un élément de contexte qui est un élément de contexte extrêmement lourd. Alors je ne sais pas s'il est aussi fort en Belgique qu'en France, mais moi je le vis quotidiennement, puisque les étudiants de Sciences Po qui sortent du collège universitaire, ils ont le choix entre des masters disciplinaires, il y a 5 disciplines à Sciences Po, et puis une myriade de masters, affaires internationales, marketing, communication, etc., qui se définissent comme professionnalisants, eux, comme si nous on ne l'était pas, non, et qui par ailleurs demandent aux académiques de venir enseigner leur savoir disciplinaire dans le cadre de ces masters. Donc le contexte est quand même très défavorable. Alors, si ce contexte est défavorable, là aussi je crois qu'il y a un travail à faire. Et ce travail à faire, il est à faire dans les deux versants, disons, il me semble, de ce que peut être un groupe professionnel. Le versant de la formation et le versant de la pratique professionnelle. Alors, dans le versant de la formation, c'est dans l'enseignement supérieur, il y a un travail à faire sur, je dirais, la rhétorique des diplômes disciplinaires. Comment est-ce qu'on est capable de porter un discours sur les diplômes disciplinaires qui ne les renvoie pas à une sorte de, je ne vais pas dire d'inutilité, mais des apprentissages très éloignés des enjeux de la cité, des apprentissages très éloignés des compétences qui sont utiles et donc qui sont marketable, etc. Donc ça c'est un premier point, et ce premier point, je crois qu'il doit être fait en associant bien sûr les enseignants, qui sont partie prenante très importante dans la conception des diplômes, mais aussi en associant les étudiants, qui sont quand même aux premières loges pour à la fois se poser les problèmes de mais qu'est-ce qu'on va faire avec le diplôme d'anthropologie ou de sociologie? C'est le problème qui se pose. Et en même temps, s'ils sont là, c'est parce que, alors je crois que dans le petit film, j'ai retenu, il y avait le mot passion. C'est vrai que je crois qu'un des éléments qui nous rassemble aussi, c'est la passion de ces disciplines, de ce que représente le travail dans le cadre de ces disciplines. Donc cette passion-là, il faut en quelque sorte, je dirais, aller au-delà pour l'utiliser, pour en gros expliquer ce qu'on fait, expliquer ce qu'on sait faire. Et puis aussi, évidemment, associer, je dirais, les partenaires extérieurs. Mon point de vue est que ce n'est pas parce qu'une formation est une formation disciplinaire, non professionnelle au sens absurde que ce terme a pris aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, qu'il ne faut pas avoir des relations avec des employeurs potentiels, parce que la valeur du diplôme, elle se joue aussi sur le marché du travail. Donc ça, c'est un aspect très, très important selon moi. Et cet enjeu-là, cet enjeu de reconnaissance, c'est évidemment une responsabilité collective. Et une responsabilité collective qui, de mon point de vue, bien sûr doit s'appuyer sur une association professionnelle, c'est-à-dire une association qui réunit en fait la variété des différentes manières, des différents contextes dans lesquels l'activité de sociologue ou d'anthropologue est pratiquée.
mais je crois que ça ne suffit pas. Je pense qu'une association professionnelle ne peut pas y arriver toute seule. Pour le dire autrement, elle ne pourrait y arriver que si la sociologie et l'anthropologie étaient constituées en tant que groupe professionnel au sens initial de Wilamski. Comme ça n'est pas le cas, l'action de l'association professionnelle doit prendre appui, doit s'articuler avec l'action à la fois des institutions et des acteurs qui contribuent à fabriquer le travail professionnel des sociologues et des anthropologues, c'est-à-dire avec les universités, avec les centres de recherche, avec les étudiants, et pas seulement les anciens étudiants, avec aussi, bien entendu, les employeurs. Et il me semble que c'est la mobilisation de l'ensemble de ces acteurs qui peut conduire à faire que les masters, les doctorats également, soient progressivement perçus comme des formations professionnelles, au sens où on y acquiert des savoirs et des savoir-faire professionnels dans l'acception que j'ai indiquée tout à l'heure. C'est assez remarquable quand même que dans le monde actuel, c'est principalement l'université qui reconnaît le doctorat comme une formation professionnelle. Elle le reconnaît puisqu'elle recrute sur la base de l'obtention d'un doctorat et d'un bon doctorat. Donc du point de vue de l'université, le doctorat est bien un diplôme professionnel. Et donc la question évidemment, l'enjeu plutôt, est de faire en sorte que ce point de vue sur les doctorats et les masters, bien entendu aussi, se diffuse, ce qui renvoie, et donc ça renvoie, je crois, à un enjeu qui est un enjeu évidemment plus large que celui de l'association professionnelle, ce qui renvoie à la place, pas seulement des sociologues et des anthropologues dans la cité, mais aussi à la place de l'université en tant qu'elle forme des sociologues et des anthropologues dans la cité. En gros, est-ce que c'est un monde à part? Est-ce que l'académie est un monde à part? J'entends, est-ce qu'elle est vue comme un monde à part? Parce que je pense que les académiques d'aujourd'hui n'ont plus cette conception de ce que c'est que l'université, mais elle reste encore très largement vue comme ça. Donc ça, c'est pas. Dernier point, c'est de m'interroger quand même un tout petit peu sur la consistance et aussi le pluralisme de la sociologie et de l'anthropologie. À un moment, tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai dit en fait, on pourrait se représenter les choses comme une sorte de territoire, celui des sociologues et des anthropologues. Je considère que c'est le même territoire. Un territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a une certaine extension. Donc ça renvoie à un certain pluralisme, à une certaine diversité, mais un territoire, ça a aussi des bornes. Et donc la question, évidemment, est de savoir qu'est-ce que l'on peut désigner, en fait, et à quelles conditions, qu'est-ce qu'on peut désigner comme sociologue et anthropologue. Bon, j'ai dit, le titre n'est pas protégé, et n'importe qui peut dire qu'il est anthropologue et qu'il fait de l'anthropologie, et n'importe qui peut dire qu'il est sociologue et qu'il fait de la sociologie. On ne peut pas le traîner dans la justice au nom de l'usurpation d'un titre professionnel. Et ça aussi, c'est une question, je crois qu'il faut collectivement prendre en charge. Il y a une voie qui consiste à dire il faut un titre, hein, comme le titre de psychologue. Alors je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais bon, en France, pour se dire psychologue, il faut avoir un diplôme extrêmement précis, et si on ne l'a pas, eh bien, on ne peut pas se dire psychologue. Et si c'est le cas, c'est-à-dire s'il y a une protection, c'est parce qu'il s'agit d'une profession consultante au sens où des individus viennent consulter pour se soigner, disons, pour régler des problèmes personnels, disons, pour utiliser
l'expression d'Andrew Abbott. Alors, sur le pluralisme et la cohérence, j'ai juste deux remarques. Donc je pense que je ne vais pas trop déborder, même si la deuxième est un peu plus longue que la première. La première, c'est qu'il y a un premier sens de pluralisme qui est absolument, comment dire, qu'il faut admettre, qu'il faut défendre même, plus qu'admettre, qu'il faut défendre, je pense, de mon point de vue, c'est le pluralisme théorique, le pluralisme méthodologique, hein, bien entendu, hein, c'est-à-dire c'est l'idée que, en gros, pour comprendre les pratiques sociales, pour comprendre les mondes sociaux, pour comprendre les politiques publiques, etc., en fait, tout est bon en termes de méthode, en termes d'approche théorique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, parce que chacun a ses propres limites, mais en tout cas, il me semble que tout est bon et qu'on peut et on doit, si possible, mobiliser des orientations méthodologiques et théoriques variées pour améliorer l'intelligibilité des phénomènes que l'on analyse. Donc pour moi là-dessus, il n'y a pas de discussion, mais peut-être qu'il y en a une, et s'il y en a une, on l'aura. Le deuxième point, sur le pluralisme, c'est le pluralisme des pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'avoir une pratique professionnelle de sociologue ou d'anthropologue? Alors, j'ai trouvé qu'il y avait d'ailleurs un certain nombre de réponses dans le film qu'on a visionné. Je crois qu'il faut, bien sûr, de la méthode référée à des savoir-faire techniques. Le sens de réflexivité, on peut pas faire n'importe quoi. Légitimité à l'ensemble des demandes. Il y a des référentiels techniques. Et puis bien sûr. Il faut aussi de la créativité ou de la création. Il faut une plus-value de résultats, une plus-value de connaissances, qui est le cœur des savoirs professionnels et non plus techniques. Donc c'est-à-dire qu'il faut apporter une intelligibilité nouvelle. Non pas pour dire ce que disent les sociologues et les anthropologues, c'est quand même vachement mieux que ce que disent les acteurs sociaux. Hein. Mais pour dire que le discours des sociologues et des anthropologues, à condition qu'il soit adossé sur de l'enquête et sur la mobilisation adéquate de techniques, est un discours spécifique, un discours qui fait voir les phénomènes, qui fait voir les choses d'une manière nouvelle, renouvelée, disons, hein, ce qui a été d'ailleurs dit dans le... Donc c'est assez banal, hein, ce que je raconte. Donc ça, c'est un point qui me semble très important. Mais en même temps, je crois qu'il faut rappeler que la sociologie et l'anthropologie impliquent l'enquête. C'est-à-dire que la sociologie et l'anthropologie, ce n'est pas le commentaire rapide sur un phénomène social, ce n'est pas la réflexion philosophique, même la plus profonde, même la plus pénétrante, sur un phénomène social. Ce n'est pas non plus une sorte de compilation de travaux existants. C'est une enquête qui donne une plus-value d'intelligibilité. Deuxième, dernière peut-être point supplémentaire par rapport donc à enquête et plus-value d'intelligibilité, c'est le fait que le discours sociologique ne peut pas, ou anthropologique, pardon, ça y est, j'ai commencé à me fatiguer, première erreur. Ne peut pas être une simple validation ou reprise du discours d'institutions ou de groupes d'acteurs. C'est-à-dire que le sociologue et l'anthropologue professionnel n'est pas porte-parole d'un groupe d'acteurs ou d'institutions. Son discours est produit selon une démarche professionnelle et en conséquence, il peut être plus ou moins convergent, bien entendu,
mais il ne peut pas être un discours de porte-parola, d'endosser le discours de tel ou tel type d'acteur. Tout ça me semble être... donc si on met le pluralisme au premier sens, le plus large possible, et le pluralisme des pratiques au deuxième sens, qui est large, mais de mon point de vue, dans un cadre qui est un cadre qui doit être explicité, à ce moment-là, il me semble qu'on a les conditions pour que la sociologie et l'anthropologie, je ne vais pas dire deviennent, se renforcent, se consolident, non seulement en tant que discipline scientifique, mais aussi en tant que pratique professionnelle. Je pense que précisément c'est l'objet de la journée qui nous rassemble aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup.